Bonjour, je suis Patrick Blanchon, artiste peintre, et nous voici rendus à la 4e émission sur les raisons de peindre. C'est un petit hôtel parisien. Il s'appelle le Paris Hôtel, je crois de mémoire. Et tout en haut, il y a une chambre. C'est la chambre 30. Cette chambre, je l'ai occupée pendant 1 an. Pour des raisons financières, on va dire. C'est-à-dire que j'avais plus de logement et il a bien fallu que je trouve un toit. Et j'ai vécu dans cette chambre une expérience extraordinaire. J'avais un travail alimentaire qui me prenait quelques heures dans la journée. Et mon but était d'écrire. Je me levais le matin très tôt, 5 heures du matin environ. Et j'avais toute la journée devant moi puisque je ne travaillais le soir qu'à partir de 17 heures de l'autre côté de Paris. Le Paris Hôtel était situé est situé, parce que je pense qu'il existe toujours, à Château-Rouge, dans le 18e arrondissement. Donc tous les matins, à 5 heures, je me réveillais automatiquement et je m'installais à ma table de travail pour écrire. À l'époque, je pensais que j'allais devenir un grand écrivain. Donc je remplissais des feuilles et des feuilles, en général pendant 1 ou 2 heures. Ensuite, j'allais me promener, je marchais dans les rues, j'aimais beaucoup marcher, je marchais énormément. D'ailleurs, je marchais tant que ça que... Alors pour les gens qui ne connaissent pas bien Paris, Château-Rouge se situe dans la partie nord de Paris, du côté de Clignancourt, et je travaillais à Montrouge. Donc je traversais tout Paris pour me rendre à mon travail. Ça me prenait à peu près 1h30 aller, 1h30 retour. Mais j'adorais ça parce que la marche me permettait de réfléchir, de me vider la tête également. Il y avait tout un travail en fait du corps qui me permettait de faire fonctionner ma pensée. Des années plus tard, j'ai rencontré dans une exposition les tableaux du peintre Bram van Velde. Et puis en m'intéressant à ce peintre, j'ai lu qu'il lui fallait aussi marcher énormément et dans sa tête. Le tableau, enfin dans sa tête, je ne sais pas si c'est vraiment que dans la tête, mais le tableau se construisait au fur et à mesure de sa marche, ce qui était très très étonnant pour moi. J'avais beaucoup de mal à comprendre ça, qu'on puisse travailler une œuvre en dehors du support. Mais il lui fallait marcher, et moi il me fallait marcher également, donc on se retrouvait d'un seul coup dans cette même espace de la marche. Et pour moi, c'est devenu un ami. Alors bien sûr, j'ai jamais connu Bram van Velde. Mais pour moi, ça a été un ami. Comme j'ai jamais connu Henry Miller, comme j'ai jamais connu Raymond Carver, comme j'ai jamais connu tout un tas d'écrivains en fait que j'adore, mais qui sont devenus pour moi des amis. Donc je reviens à cette petite chambre sans faire trop de digressions, j'espère. Et donc ce que j'ai appris dans cette petite chambre, c'est la régularité. C'est-à-dire, j'étais perdu au milieu de nulle part, dans quelque chose d'impersonnel, et pour ne pas tomber en fait, pour ne pas m'écrouler complètement, parce que c'était une vie quand même très très difficile. Nerveusement, j'étais tout seul. Il a fallu que je crée une régularité, c'est-à-dire le temps de l'écriture, tous les matins, régulièrement. Et encore de temps en temps, je rentrais le soir, et après cette longue marche, j'avais la tête qui bouillonnait d'idées, donc je me remettais encore à ma table et je continuais à écrire. Alors cette chambre est devenue un petit peu mythique dans mon esprit. Vous savez ce qui se passe quand on a un souvenir, on lui remet des couches et des couches et des couches au fur et à mesure des années. Et il y a beaucoup d'années qui sont passées entre le moment de cette chambre d'hôtel et puis maintenant. Donc
Comment je considère en fait cette expérience de la chambre? Il s'est avéré qu'au bout d'un moment, je suis arrivé à bout de ressources en fait de l'écriture. C'est-à-dire j'ai tellement écrit, tellement noirci de papier, que j'ai été dans l'impossibilité de le mettre en forme. J'avais pas un plan précis en fait. C'était plus quelque chose qui était de l'ordre de la nécessité. Donc j'ai produit énormément de textes, des nouvelles, des morceaux de romans, peut-être même des romans entiers, finalement, que je n'ai jamais voulu reprendre. C'est-à-dire que tout ça a fini dans des cartons. À un moment donné, j'ai posé mon stylo et je me suis mis à peindre. Enfin, je me suis remis à peindre parce que j'ai toujours peint. Et là, il s'est produit quelque chose, c'est que ces retrouvailles avec la peinture, ayant été nourries par toute mon expérience de l'écriture, j'étais arrivé à une saturation en fait de tout ce qui était mental, tout ce qui était réflexion, tout ce qui était introspection aussi. Et donc j'aspirais à quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus spontané, de plus naturel. J'avais envie de vivre également physiquement quelque chose dans la peinture, et éprouver du plaisir bien sûr. Et donc j'ai produit tout un tas de petits formats à la gouache, à l'acrylique, et puis j'ai dû essayer un petit peu d'huile, mais c'était compliqué avec les odeurs de térébenthine, donc j'ai un peu laissé tomber l'huile. Et puis la vie a continué comme ça pendant de nombreux mois, et à un moment donné j'ai trouvé cette vie complètement absurde, et je me suis dit, après tout, quitte à ne pas avoir beaucoup d'argent, quitte à vouloir vraiment m'engager dans cette vie d'artiste, puisque en fait c'est un engagement dans une vie d'artiste, je ne l'avais pas encore compris tout à fait quand je m'étais mis dans ce mouvement de l'écriture, où je n'osais pas y penser. J'avais peut-être pas suffisamment confiance en moi non plus là-dessus. Du coup, j'ai compris que, quitte à m'engager là-dedans, je pouvais m'y engager n'importe où. Pourquoi pas d'un seul coup tout larguer à Paris et puis aller m'installer au Portugal, par exemple, où la vie me semblait moins chère et où je pouvais trouver un logement meilleur marché, peut-être plus grand, peut-être plus agréable, etc. Et donc, à un moment donné, j'ai décidé de tout quitter sur Paris, y compris mon job, et de partir... Alors j'étais parti avec un ami d'ailleurs, qui était un petit peu dans la même situation que moi d'ailleurs, et on s'est retrouvé à faire du stop sur l'autoroute du Soleil pour nous emmener jusqu'au Portugal. Alors ça a été 3 jours je crois de stop. Finalement on a réussi à y arriver. Voilà, alors ce que je voudrais vous dire, c'est cette capacité à tout larguer. Alors cette capacité à tout larguer, moi je l'ai mal comprise en fait. Je l'ai comprise physiquement, c'est-à-dire réellement, et de nombreuses fois dans ma vie, j'ai tout largué. C'est-à-dire que j'ai quitté des jobs, j'ai quitté des appartes, j'ai quitté des vies de couple, de manière à un moment donné me remettre complètement en question et abandonner comme une épaisseur, comme un vêtement, comme quelque chose, repartir dans l'inconnu quelque part, voilà. Et quand je regarde cette opération-là, je l'ai fait, si je l'ai pas fait 10 fois, je l'ai pas fait, quoi. Donc il a fallu le faire beaucoup de fois pour que je commence à comprendre que cette opération, je pouvais la faire autrement. D'ailleurs, c'est pas nécessaire de tout quitter à chaque fois. De quoi on a besoin quand on veut tout quitter? C'est-à-dire qu'on veut changer de vie, finalement.
Donc il suffit de remettre d'autres types d'habitudes que celles qu'on a. On peut arriver à changer de vie de cette façon-là. C'est-à-dire transformer peut-être des habitudes qui ne sont pas adéquates en d'autres habitudes qui, elles, vont servir à aller plus loin. Voilà. Alors on a tous une manière de comprendre ce qu'est un artiste. Il n'y a aucune formation qui explique ce qu'est un artiste. Alors vous avez des écoles d'art, bien sûr, vous avez des bouquins, vous avez des tableaux, mais moi ce qui m'a toujours paru décevant, si vous voulez, c'est que c'est très rare en fait de comprendre ce qui se passe entre les livres, par exemple, des écrivains, entre les tableaux des peintres, quelle est la personne, en fait. Et ça, bon, on peut lire des autobiographies, enfin pas des autobiographies, des biographies, pardon. Mais la biographie, c'est toujours une interprétation de quelqu'un sur la vie d'un autre. C'est pas... Alors, il y a des écrivains qui ont laissé des journaux derrière eux, et... Alors moi j'ai beaucoup aimé par exemple le journal de Paul Léoto, le journal de Calafert également, m'a apporté beaucoup de choses. Mais quand on atteint un certain niveau dans l'écriture, on s'aperçoit de l'ambiguïté du jeu. Celui qui dit jeu, en fait, c'est un narrateur, et le narrateur n'est pas forcément, n'est même jamais complètement celui qui écrit. C'est une version soit améliorée, soit amplifiée, soit amoindrie, enfin tout ce qu'on veut, mais c'est jamais exactement la personne. Donc ce vide entre les traces de l'artiste, en fait, m'a toujours attiré. C'est-à-dire m'a toujours attiré dans le sens où a provoqué mon imaginaire d'une manière extraordinaire. C'est-à-dire que moi j'ai fantasmé, par exemple, Henry Miller, j'ai fantasmé Dos Passos, j'ai fantasmé Faulkner, tous ces gens en fait qui, quand je lisais leurs livres, produisaient une forte impression sur moi. Je me disais, mais purée, ces gens ont une profondeur dans leur vécu qui fait que ça leur est simple en fait de le retranscrire. En fait, il n'y a rien de simple là-dedans, hein. C'est compliqué de retranscrire. Mais... Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas les livres en eux-mêmes qui m'intéressaient. Bien sûr que je les ai lus. C'est pas les tableaux en eux-mêmes, pour reprendre Bram van Velde par exemple, c'est pas ces tableaux. Bon, j'aime ces tableaux, hein. Il y a vraiment un choc visuel, un choc esthétique qui me prend au trip quand je regarde un tableau de Bram van Velde. Mais au-delà de ça, c'est le mystère de la personne qui a produit tout ça qui me fascine. Et ça, j'ai pas pensé à ça, moi, dans mon travail d'écrivain et dans mon travail de peintre. C'est-à-dire, je me suis beaucoup focalisé, en fait, sur la partie immergée de l'iceberg, à savoir écrire des textes, peindre des tableaux, mais j'ai rarement utilisé l'entre-deux. C'est ce que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire un petit peu parler de moi et de mon parcours, en fait, qui va peut-être donner du grain à moudre à des personnes qui se lancent dans l'écriture, qui se lancent dans la peinture. C'est ce que je voudrais, en fait. C'est avoir un petit peu... répondre un petit peu à des questions que ces gens-là se poseraient. Comme moi, je me suis posé ces questions. Comment les gens faisaient pour manger? Comment les gens faisaient pour... où se logeaient-ils? Quelle était leur vie quotidienne, en fait? Parce que cette vie quotidienne si terrible, finalement, moi je trouve que le quotidien est quelque chose de terrible. Cette obligation de faire face à se nourrir, à se loger, tous ces liens, en fait, qu'on doit d'abord
dénouer pour pouvoir créer, pour moi, ça a été vraiment un questionnement, quoi. Donc la nécessité d'engagement est inhérente à la fonction d'artiste. Alors c'est pas un engagement politique au sens où on l'entend habituellement, mais ça peut y participer. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des choses à l'intérieur qui poussent et qui ne peuvent pas, en fait, qui ne peuvent pas se calmer. En ce qui nous concerne, ça ne s'est jamais calmé. Maintenant, si, ça se calme un peu plus. Mais c'est comme si on avait un troupeau de fauves, en fait, à l'intérieur de soi, et que ces fauves cherchent à sortir par tous les moyens possibles. Alors donc, si on n'arrive pas à apaiser ça en soi, c'est très difficile de se mettre à table et de créer. Il faut passer par un tas de choses avant pour pouvoir déjà comprendre ce qui se passe, et puis ensuite le mettre sur un papier, sur une toile. Et ensuite, c'est même pas si simple que ça, c'est-à-dire que c'est trop simple de prendre tout ce qui rugit, tout ce qui bouge à l'intérieur et de le jeter sur un papier ou sur une toile. Ça suffit pas encore. Il faut le faire, et puis après il faut s'arrêter, et puis il faut réfléchir, et puis après il faut arrêter de réfléchir, il faut vivre. Pour moi, ça a toujours été une espèce de va-et-vient comme ça, entre la création pure, l'abandon de cette création, reprendre le cours de ma vie, alors au travers d'un tas de jobs différents, peut-être de compagnes différentes également, retrouver le cours de la vie en fait, en élevant des enfants par exemple aussi, en vivant comme tout le monde, parce que pour moi c'était important de ne pas m'écarter en fait de tout le monde. C'était important d'être toujours dans la symphonie, si vous voulez. C'était important pour moi d'être dans une communion quelque part. Voilà, le mot est communion. Quand je vois tous les gens qui partent au boulot le matin, quelle que soit la tronche qu'ils font, quel que soit ce qu'ils sont, je ne peux pas m'empêcher de penser que tous ces gens sont dotés d'un courage extraordinaire et que moi-même, dans ma partie, je dois faire preuve d'autant de courage qu'eux. C'est-à-dire, s'il faut payer un loyer, s'il faut bouffer, il faut aussi que j'aille au charbon et que je fasse comme eux. Et puis, si j'ai encore la possibilité, après tout ça, de créer, donc ça demande une énergie assez extraordinaire aussi, de maintenir en fait cette volonté de vouloir créer, alors qu'on pourrait très bien sombrer définitivement en fait dans cet anonymat. Enfin, quand je dis anonymat, c'est pas parce que je crée que je deviens célèbre non plus. C'est parce que je crée que je me distingue, moi personnellement seulement, d'une idée de la masse. Sans que ça soit péjoratif, hein. C'est simplement que je cherche des moyens de survie différents pour tout le monde d'ailleurs, c'est pas que pour moi, c'est essayer de tracer un chemin pour des gens qui viendront peut-être après, qui liront éventuellement mes textes, enfin c'est ce que je pensais avant, ou qui verront mes tableaux et puis qui s'intéresseront peut-être à ma vie un peu plus en détail, et qui comprendront peut-être des choses qui leur seront utiles dans leur parcours. C'est ça aussi peut-être un de mes moteurs. Voilà. Donc pour reprendre un petit peu un semblant de thème de l'émission d'aujourd'hui,
Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que la confusion est nécessaire pour démarrer. Qu'est-ce qui m'a poussé, moi, à vouloir écrire ou peindre? C'est cette confusion, c'est-à-dire être paumé, en fait, dans ce monde, c'est-à-dire ne pas accepter en tout un tas de choses qui pour tout le monde paraissaient évidentes, hein, mais pas pour moi. Alors la confusion, elle démarre très tôt dans ma vie, et puis c'est une forme de déflagration qui va produire des explosions encore en chaîne, à répétition, j'ai envie de dire, jusqu'à ce que je comprenne que je ne m'y prends pas de la bonne manière. Alors la vie est super intelligente, enfin je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais j'ai l'impression que la vie vous donne un peu des leçons, comme un écolier, et donc elle vous repropose la même chose, et puis elle regarde comment vous réagissez. Alors tant que vous réagissez de la même manière, elle vous reproposera la même chose. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, si on ne comprend pas par la méthode douce, on finit par monter en difficulté, si je puis dire, et ça commence à faire très mal. Donc si vous continuez à persévérer comme ça, à ne pas écouter ou à ne pas vouloir comprendre, si vous êtes épais, moi j'ai été épais très longtemps, hein, et ben ça augmente presque exponentiellement en souffrance. Donc je suis aussi allé pas mal loin dans la souffrance, parce que j'étais épais, il fallait que je désépaississe, peut-être par la souffrance. Oui, ça a toujours été douloureux de tout larguer, bien sûr. Des gens que j'aimais, moi j'ai pas vu mes parents pendant 10 ans, par exemple. À un moment donné, le milieu familial était tellement oppressant que pour moi ça a été une question de survie. Si je voulais pas, entre guillemets, devenir comme eux, parce que c'est ce que l'on pense quand on est ado, quoi. Donc aux alentours de 16 ans, j'ai dit stop, je peux pas. Si je veux exister, il faut que je sorte du milieu familial, et je suis parti pendant 10 ans sans donner de nouvelles à mes parents. J'ai regretté beaucoup par la suite cette séparation, et en même temps c'est cette séparation qui m'a un peu construit. Donc vous voyez jusqu'où j'ai pu aller, moi, en épaisseur, hein, quelque part, pour comprendre. C'est-à-dire qu'il a fallu que je largue vraiment des choses très très lourdes pour m'alléger. Alors je dis pas que tout le monde doit larguer ses parents et tenter de vivre comme moi, hein. Ça c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est que moi j'ai fait avec les cartes que j'avais. La vie m'a proposé un certain nombre de cartes, et puis j'ai composé avec ce que j'avais au moment où je l'avais, et avec la compréhension surtout que j'avais des choses à chaque fois. Alors je vous parle de la peinture, mais si je me mettais à faire une émission sur l'amour, vous ne seriez pas déçus non plus, parce que je pourrais vous parler de l'amour comme je parle un peu de la peinture. C'est-à-dire qu'au début, le troupeau de fauves, il est vraiment là, quoi. Ça rugit dans tous les sens, ça bondit partout, et puis si ça ne sort pas, ça vous bouffe, hein. C'est-à-dire que vous êtes bouffé par tout ça.
Donc il faut bien l'expulser, le mettre à l'extérieur. Et puis, au fur et à mesure, comme je vous le disais, la vie vous repropose les mêmes expériences, et tant que vous n'avez pas compris, vous montez en difficulté. Les choses deviennent de plus en plus aiguës jusqu'à ce que vous craquiez finalement, et que vous appreniez votre leçon. Ça paraît un peu sentencieux ou moraliste, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça dépasse les lois, en fait. Ça dépasse les lois de la société, quelque part. C'est-à-dire que vous atteignez des niveaux de compréhension petit à petit qui font que, waouh, c'est cosmique l'histoire. Vous apercevez en fait que c'est des forces en présence qu'on les reposées, mais qui sont bien complices tout au long de votre chemin, quoi. Donc le soir, je refermais la porte de la chambre 30 aux alentours de 16h. Je descendais l'escalier, je saluais la concierge, avec toujours quelques mots pour la concierge quand je la voyais balayer. Je m'engouffrais dans la rue des Poissonniers, je tournais sur la droite pour traverser la place Château-Rouge. Je m'engouffrais dans le métro si j'étais pressé, si j'étais à la bourre, mais généralement, non, je continuais, j'allais à pied. Je descendais par la rue Saint-Denis, je me rappelle, où il y avait toutes les prostituées. Alors ça, j'aimais bien passer par ces rues-là. Il y avait un peu d'agrément en même temps, regarder toutes les jolies filles un peu dénudées que j'apercevais. J'arrivais aux Halles. Ensuite, je traversais Saint-Michel. Et je me rendais finalement de quartier en quartier jusqu'au lieu de mon travail. Alors je vous ai dit tout à l'heure Montrouge, mais en fait, c'était pas Montrouge, c'était... Ah, j'ai oublié le nom, j'ai un trou. Bon, peu importe, en tous les cas, je travaillais chez Médiamétrie. Médiamétrie, c'est un institut qui relève en fait l'audience télévisuelle. Donc on appelle des gens, on leur demande ce qu'ils ont regardé à telle heure, est-ce qu'ils ont zappé, etc. Et alors vous avez des gens qui vous disent oui, qui sont très sympas, et qui vous disent oui, puis vous avez des gens qui vous raccrochent au nez. Donc... alors j'avais commencé dans cet institut-là, et waouh, l'énergie que je bouffais là-dedans, mais c'était fantastique. C'est-à-dire que tout le monde autour de moi était super excité. Aussi bien les superviseurs qui nous écoutaient, en fait, quand on lisait notre texte pour poser nos questions. Puis si on s'égarait du texte, aussitôt ils arrivaient et puis on avait le droit, pas à un coup de règle, mais à une remontrance ou une observation. Si ça durait trop longtemps, c'était pas bon non plus. Il fallait pas se mettre à discuter avec les personnes pendant qu'on les interviewait, sinon c'était pas du tout ce que demandait la société. Bon bref, j'ai pas mal appris de choses aussi dans ce petit boulot, quoi. C'était... Alors... comment aborder en fait les gens, ça aussi par téléphone. Ça, j'ai beaucoup appris avec ça. Est-ce qu'on les aborde avec la séduction? Est-ce qu'on les aborde avec une espèce d'autoritarisme comme ça, avec l'institution qu'on a derrière soi? Voilà, bonjour, je suis de Médiamétrie. Voilà, donc les gens, ça devrait les impressionner normalement, mais pas du tout en fait. Ils s'en foutent, ils savent même pas ce que c'est. La plupart. Donc du coup, j'ai appris beaucoup de choses aussi sur la manière d'essuyer des refus. Voilà. Alors essuyer des refus, ça a été un peu douloureux au départ parce que je m'y attendais pas en fait. Et puis au bout de je sais pas moi, une cinquantaine de refus, on commence quand même à réfléchir sur la manière de poser des questions. C'est-à-dire on sait que la séduction, c'est dangereux, on sait que l'autoritarisme c'est dangereux, on sait que le côté sympa, c'est dangereux. Finalement, on finit par élaguer sa voix de toutes les choses superflues. Et on arrive à une forme de degré zéro, pratiquement, de la voix, qui fait que ça doit surprendre les gens au bout du fil.
parce que c'est presque un robot finalement, et du coup, il y en a pas mal qui répondent. J'ai jamais compris vraiment pourquoi, mais quand on a dépouillé sa voix de tout ce qui n'est pas nécessaire à ce qu'on doit dire en fait, eh bien ça doit rassurer en fait les gens, ça fait professionnel peut-être, voilà. Et du coup, les gens répondent aux questions. Donc j'ai commencé par ce petit job-là, médiamétrie, et puis après, une opportunité s'est produite, c'est proposé. Et je me suis retrouvé dans une autre société de sondage, alors là je vais taire le nom, qui se trouve à Montrouge, alors celle-ci, là, j'en suis sûr. Et donc, j'ai continué à travailler sur cette notion en fait de questions par téléphone, de refus, et une chose m'est parue importante, c'était de conserver mon énergie. C'est-à-dire, j'avais vu que si je mettais de l'empathie, si je mettais de la séduction, si je mettais tout un tas de choses en fait, pour essayer de décrocher en fait l'approbation de la personne au bout du fil, et puis qu'elle me dise oui, et puis que je puisse faire mon interview, j'allais dans le décor au niveau énergie, c'est-à-dire que je perdais une énergie folle. Ensuite, il suffisait que je me lève à la pause et que j'aille à la machine à café. Il y avait une machine à café, et puis à l'époque c'était encore fumeur. Donc on allait fumer une cigarette et puis boire un café. Et là, on avait tout le groupe des autres enquêteurs qui se lamentaient autour de la machine à café, qui se plaignaient par exemple de la forme de l'interview, se plaignaient de ne pas être assez payés, qui se plaignaient d'un tas de choses, du temps, de la vie en général finalement. Et là aussi on perdait une énergie extraordinaire, et on revenait à sa place, on était claqué, et moi je vous rappelle que j'avais 1h30 de marche à faire encore après, donc il fallait que je sois encore en forme pour pouvoir rejoindre ma chambre d'hôtel. Donc du coup j'ai mis en place tout un tas de stratégies de manière à conserver mon énergie. Donc je me suis mis à réduire tout un tas de choses pour arriver à ce degré zéro de la voix, et à pouvoir comme ça décrocher un paquet d'interviews. Donc continuer à avoir du travail, puisque à l'époque le deal aussi c'était des contrats à durée déterminée, c'était des vacations en fait, et on passait devant un gars au planning pour lui demander si on avait un autre job à la fin de celui qu'on venait de terminer, et suivant les notes qu'on avait eues, parce qu'on était noté bien sûr, on avait un job, on n'en avait pas. Et moi, j'avais absolument besoin de ces quelques heures par jour de travail. Donc, autant vous dire que ça m'intéressait pas du tout de le perdre. Et je faisais tout, en fait, pour pouvoir avoir un taux d'interview correct, au-dessus de la moyenne même. Et puis, des notes d'écoute, puisqu'on était toujours écouté, qui étaient toujours bonnes. Voilà. Donc, cette notion d'énergie aussi, de conserver son énergie, elle m'a été très utile dans ces jobs-là, parce que j'ai compris comment toutes les interactions avec les gens pouvaient complètement me bouffer, quoi, en fait. J'avais une sensibilité aussi assez aiguë pour repérer assez vite les gens à problème. Donc du coup, j'essayais de m'en écarter le plus rapidement possible pour conserver cette énergie. Donc après le boulot, je revenais par mes rues comme ça, et je peux pas vous dire la sensation de liberté, de paix, en fait, d'avoir accompli ce job avec les règles que moi je m'étais inventées, et de retourner ensuite à ma chambre d'hôtel. Donc ça a duré, oui, je pense que ça a duré 1 an, cette expérience avec la chambre 30, peut-être 1 an et demi en fait. Et voilà, ça m'a beaucoup appris de choses en fait sur moi-même. Donc
Donc là, cette émission est un petit peu plus longue que d'habitude. Je pense que si je réduisais les silences, j'aurais certainement à peu près la même longueur que les trois autres précédentes. Mais après tout, j'ai pris l'habitude de ne rien toucher en fait à l'enregistrement. C'est un enregistrement brut. Et je veux que ça reste dans le cadre d'une conversation entre amis. Donc je ne touche à rien. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous écouterez cette émission. Et je vous dis à une prochaine émission sur les raisons de peindre.